Bonjour, bienvenue à Info Africa. Mon nom est Anassima Ouliavanga et je vous souhaite la bienvenue sur ce panel francophone dont nous allons aborder des sujets de business, d'entrepreneuriat et d'innovation avec cette jante que nous avons comme invité aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais présenter les personnes que nous avons invitées pour ce panel aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler avec Monsieur José Plia, qui est le chef de l'Agence nationale pour la promotion du patrimoine et du développement du tourisme au Bénin. Bonjour, Monsieur José. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, Tania, tout va bien. Bienvenue. Ensuite, je vais parler avec Monsieur Claude Grunitsky, qui est entrepreneur, journaliste et éditeur qui est basé à NYC, à New York. Bonjour, Monsieur Claude. Comment allez-vous? Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et enfin, le meilleur pour la fin, Monsieur Naguet Mbo, fondateur de l'Afrique C'est Chic à Dakar. Comment allez-vous, Monsieur Naguet? Bonjour Tania, ravi d'être avec vous, ça va très bien. Merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à cette campagne qui est très importante par rapport à l'épidémie de l'année qui fait ravage dans le monde entier, surtout dans notre continent africain. Vite fait, brièvement, je vais parler de la campagne Info Africa. L'alliance de cette campagne, Info Africa, c'est une alliance contre le coronavirus qui vise à répondre aux défis auxquels l'Afrique est confrontée dans la lutte contre la pandémie. Cette campagne rassemble des centaines de leaders d'opinion, d'influenceurs, de célébrités qui diffusent des messages de prévention et de sauver des vies à travers le continent, ainsi que des initiatives de soutien qui luttent contre la maladie, créer un impact positif sur les communautés locales et contribuer à la résilience. Donc voilà, sans plus attendre, je vais poser ma première question à mes invités. Comment votre secteur a-t-il été touché par le coronavirus? Je donne la parole à Monsieur Plia. Merci Tania, merci pour l'initiative et je salue tous les acteurs qui ont initié cela et qui, avec beaucoup d'acuité, de persévérance, le poursuivent. Donc c'est un vrai plaisir d'y contribuer par ce panel. Je salue mes collègues togolais, angolais, sénégalais et autres. Voilà, c'est l'Afrique qui est présente. Au Bénin, le secteur du tourisme est un secteur, à l'origine, est un secteur de potentiel beaucoup plus que de résultats. On a une contribution autour de 2-3% de contribution du tourisme au PIB. En tout cas, quand le président Patrice Talon est arrivé aux affaires, c'est les chiffres que nous avions, alors que nous avons, selon toutes les études internationales depuis des années, un des plus grands potentiels en termes de variété, de diversité touristique dans ce pays. Donc, le président a fait du tourisme les piliers de son PAG, son plan d'action gouvernemental, et a nommé, en plus donc, du ministère qui est plus classique, cette agence que je dirige. Et c'est une agence de grands travaux, c'est une agence opérationnelle qui vise donc à observer le potentiel, opérer une sélection, développer des projets phares du nord au sud et ensuite les mettre en tourisme. Donc, ça 4 ans que nous sommes là et ça a été, n'en déplaise aux esprits chagrins, 4 ans d'études parce que l'idée est que si on veut faire un projet pérenne pour les générations futures, il faut prendre le temps. Le tourisme peut être une manne et une mine d'or, mais ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'études approfondies pour ne pas se louper des destinations. On fait des choix par le passé qui sont désormais des contre-exemples qu'il ne faut pas répéter. Et en revanche, de nouvelles normes sont en cours dont il faut tenir compte. Donc, c'est ces 4 années d'études que mon agence a menées. Et cette année, nous étions en 2020 dans l'année de démarrage des activités. Un grand nombre de projets structurants, construction de musées, développement du parc national de la Pendjari dans le nord,
circuit de la route des couvents pour Vaudou. Bref, un grand nombre de projets étaient lancés après ces années d'études et de mobilisation des ressources lorsque la pandémie est arrivée. Donc forcément, elle a impacté le démarrage des travaux. Les marchés étaient attribués dans beaucoup de secteurs, dans des villes comme Ouidah ou sur la cité Lacus de Ganvier. Et tout ça a été d'abord arrêté, bien sûr, puis la vision du chef de l'État qui a consisté à dire nous ne sommes pas l'Europe, nous ne pouvons pas nous permettre de mettre l'entièreté d'un pays en confinement. Ce serait d'abord une absurdité. Ça ne correspondrait absolument pas à la réalité africaine et béninoise en particulier. Et il y a donc eu une sectorisation, un aménagement du territoire et une gestion extrêmement intelligente de la chose qui nous a permis de relancer les choses avec les mesures barrières, bien évidemment, mais de relancer les travaux sur les chantiers. Et on peut dire aujourd'hui que on a ralenti, on va dire qu'on a perdu du temps sans trop en perdre en même temps parce que la chose a été plutôt bien gérée et les dégâts sont vraiment limités. Donc plutôt une bonne gestion, un impact certain et on aura l'occasion d'y revenir. L'impact n'est pas si lourd que ça puisque nous sommes une destination en projet, en émergence et donc nous n'avons pas de grands établissements touristiques qui auraient souffert de chômage technique ou ces choses-là, comme il y en a dans des pays comme en France, par exemple, où tous les musées, tout était fermé. Ce n'est pas le cas. Tous nos chantiers étaient en cours, donc ça a permis d'atténuer. En revanche, il y a quelques établissements, notamment les grands hôtels de la ville de Cotonou, qui ont pas mal souffert, mais des mesures sont prises. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour votre contribution et très détaillée. Est-ce que M. Claude Brunitsky a quelque chose à ajouter par rapport à cette question-là pour votre compagnie? Oui. En fait, je vais parler plutôt de ma situation avec True Africa, qui est le média que j'ai créé en 2015 et que j'ai développé autour du potentiel des jeunesses africaines. Et en fait, ce qui s'est passé pour ce qu'on appelle les pure players comme les nôtres, c'est que ça fait très longtemps que les investissements publicitaires chutent dans le type de médias parce que ce qui se passe, c'est que Facebook et Google ont capté, on va dire, plus de 60% de toute la rente publicitaire sur Internet. Et du coup, les médias indépendants comme le mien ont beaucoup souffert depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que le virus engendre des changements de comportement qui affectent à la fois le modèle économique et le modèle opérationnel des entreprises comme les nôtres. Du coup, je ne suis pas le seul à me poser la question sur l'avenir de ce type de médias. Et donc, c'est pour ça que j'avais un peu préempté cette situation un peu inédite dans laquelle on est aujourd'hui, en me positionnant sur un modèle aussi axé sur l'éducation en ligne pour l'Afrique. C'est pour ça que True Africa University, que je suis en train de lancer en ce moment avec le MIT, est vraiment axé sur le potentiel du développement durable en Afrique, avec vraiment la nécessité de compétences locales, avec une incubation au MIT autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le blended learning, c'est-à-dire une association online et offline, avec des aspects de mentoring aussi pour accompagner les jeunesses africaines justement dans ce nouveau développement que nous imaginons, qui sera, on espère, un peu plus vertueux. Et ce nouveau modèle pédagogique, en fait, est susceptible, on le pense en tout cas, d'accélérer l'éducation en Afrique. Et mon objectif au départ en créant True Africa, c'était d'éduquer les jeunes Africains du continent et des diasporas via une plateforme sur Internet avec des infos et des analyses. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller encore plus loin avec une plateforme éducative online qui sera vraiment une plateforme de référence en associant les meilleures universités, les meilleures compétences africaines, aussi bien sur le continent que dans les diasporas. Donc, tout ça pour résumer en disant que la crise des médias est inédite aussi. La santé financière des médias classiques hors streaming et médias sociaux est menacée. Et face à ces menaces, on doit s'adapter. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Bagenbo. Nous, à l'Afrique C'est Chic, on avait un modèle effectivement digital, donc qui n'a pas été trop impacté par la crise parce qu'aujourd'hui, tout le monde se rabat, comme Claude l'a dit, sur le digital. On avait un modèle aussi événementiel, physique, qui a été durement touché parce que tous les établissements qui reçoivent du public ont été fermés à Dakar. Et donc, l'idée, c'était de digitaliser et de dématérialiser ces événements
en s'appuyant sur les technologies Internet. C'est ce qu'on a fait dès le départ. Parce que pour nous, il était impensable de s'arrêter parce que dans cette crise, beaucoup de modèles sont impactés, mais les modèles qui réussissent à se réinventer sont ceux qui vont être pérennisés après le Covid. Et c'est vrai que quand on a pivoté, comme on dit, dans le digital nos événements, donc on a été percuté de plein fouet par le changement de modèle économique. Quand vous faites un événement payant et que vous le transposez sur le digital est un modèle plutôt gratuit. Donc, on a toute une panoplie de modifications de modèle économique vers du pay-per-view. Donc, en reprenant un peu l'exemple des structures de streaming pour adapter le modèle. Et ce qui a changé globalement, c'est que quand vous êtes sur un modèle digital, vous êtes sur à la fois une problématique de paiement, de modules de paiement en ligne. Donc, on a dû s'adapter aussi avec les acteurs locaux de mobile money, surtout ici à Dakar, pour conscientiser donc notre clientèle qui consomme du digital gratuitement, que les contenus qu'on mettait à leur disposition ne pouvaient pas être gratuits. Et donc, c'était tout un problème pour adapter ce modèle. Et nous y sommes encore. Donc, nous sommes en train d'installer progressivement cette audience digitale qui nous permettra de rentrer dans la phase de monétisation. Et donc, cet événement, on va dire, de crise sanitaire internationale a permis aussi globalement, sur des marchés de l'éducation, d'accélérer la digitalisation. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de transition numérique. Certaines entreprises, j'enseigne dans une école qui avait un projet d'e-learning depuis 5 ans. Et ce projet était freiné par des résistances au changement, à la fois de la part des enseignants, mais aussi des étudiants qui n'étaient pas prêts. Donc, le présentiel était vraiment très marqué dans la diffusion des cours. Et cette école a passé 4500 étudiants en e-learning en une semaine. Parce qu'effectivement, l'école ne pouvait pas se permettre de perdre les frais de scolarité. Donc, elle devait absolument aboutir avec une solution numérique. Et aujourd'hui, je donne des cours en ligne tous les samedis avec des étudiants qui sont extrêmement connectés, qui sont à temps, qui arrivent donc à suivre leurs cours. On a cette faculté d'enrichir donc les supports en leur envoyant un certain nombre de documents en ligne. Et donc, on les prépare aussi à s'adapter aux technologies du digital qui vont régir de toute façon les interactions mondiales pendant toute cette période de crise pandémique. Quand vous partez du principe que le G20 se fait avec les mêmes technologies avec lesquelles de collaborer et de coopérer aujourd'hui avec In4Africa, donc on se dit qu'il y a une vraie opportunité parce que finalement, pour le continent africain, on va pouvoir jouer avec les mêmes outils que partout ailleurs dans le monde. Et c'est à nous d'inventer les modèles, comme Claude l'a dit et M. Plia aussi, d'inventer les modèles qui vont survivre à l'après-Covid. D'accord, wow, merci beaucoup et félicitations pour votre projet. Ce côté d'adaptation est très important, je trouve, surtout pour les enfants et pour les étudiants, parce que c'est une réalité qui est très critique pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, je vous salue pour ces projets, pour tous vos projets que vous êtes en train de faire. C'est très bien. Donc, voilà, quoi. La deuxième question que j'aimerais établir avec vous, c'est quelle est la leçon pour les entreprises et les institutions en ce temps difficile que vous pouvez donner ou partager? Voilà, Monsieur Plia. Ce que je peux dire, c'est que le bureau où je travaille ici à Cotonou, j'ai pour voisin mon collègue de l'agence du numérique. Et c'est sans doute l'agence qui a été la plus sollicitée. C'est l'agence, lorsqu'elle a été créée il y a 4 ans, qui était regardée un peu comme une curiosité par les Béninois qui avaient des habitudes un peu traditionnelles. On offrait des ordinateurs, mais on continuait à écrire avec son cahier et son bic.
Et depuis que la crise a commencé, son agence et ses collaborateurs ont été les plus sollicités justement pour développer tous les outils dont les amis viennent de parler, de connexion pour que l'activité se poursuive, les visioconférences, le conseil des ministres. Enfin, c'est une vraie révolution qui s'est mise en place. Donc, les entreprises, au-delà des difficultés structurelles qu'elles ont pu rencontrer, de personnel, de paiement de factures, des choses comme ça, ont dû également inventer des modèles de survie en attendant pour laisser passer l'ouragan. Et ça a été beaucoup de choses, on va dire, une forme de Deliveroo pour ceux qui ont la référence française, c'est-à-dire les livraisons à domicile. Donc, les restaurants ont continué de fonctionner, mais il y avait donc des livraisons à domicile aux entreprises, etc. Il y a eu plein d'inventivité, plein de stratégies à la fois virtuelles, mais également de gestion géographique des éléments à mettre en place qui se sont mis en place progressivement, secteur par secteur. Ça a été dur, il ne faut pas se cacher, ça a été très dur, mais il y a eu une forme de résilience chez toutes ces entreprises-là pour trouver des moyens, trouver des initiatives. Alors, le gouvernement ici a trouvé également un moyen. Lorsque les quarantaines, au plus fort de la crise, lorsque les quarantaines ont été décidées, que les gens étaient détectés, un certain nombre d'hôtels ont été réquisitionnés et le gouvernement, en louant ces hôtels à ces entreprises, leur a permis de rester à flot. Ça a été une manière de confiner les gens dans des conditions, notamment tous les Béninois qui arrivaient de l'étranger et qui étaient mis en quarantaine pour le suivi. Voilà. Il y a eu des mesures d'accompagnement comme celle-là dans l'immédiateté, dans l'urgence. Et puis, très vite, les entreprises ont commencé à réfléchir à l'après. Parce qu'il y a la crise, il y a le moment critique, et puis il y a tout de suite cette chose à laquelle il faut penser quand ça va redémarrer. Voilà. Et beaucoup de forums, beaucoup de discussions en visioconférence auxquelles j'ai participé ont été mises en place par les entreprises, les chefs d'hôtel, pour réfléchir le monde d'après, voir comment ça va redémarrer, Nous allons fêter au Bénin le 60 ans d'indépendance le 1er août. À l'origine, ça devait être un événement énorme qui se mettait en place avec tous les hôtels, il y avait des pré-réservations partout. Enfin, c'était vraiment les petits plats dans les grands. On sait désormais, parce que le 1er août, c'est demain et qu'on est encore quand même dans la crise, même si on est dans des phases de déconfinement, on sait que ce ne sera pas de la même ampleur, mais les entreprises réfléchissent justement les modèles d'adaptation à cet après-là, avec des formules qu'on met en place pour créer pour les gens qui viendront des circuits virtuels. Je donne un exemple, il va nous être compliqué sur certains sites touristiques qui existent déjà d'emmener des publics nombreux. On pourra faire des petits groupes, mais on est en train, grâce à la réalité augmentée, parce que nous travaillons dans nos projets de musée sur ces nouvelles formes de visites de musée où, avec des lunettes adaptées, on peut en voir plus. Il y a une divinité vaudou ici qui est extrêmement spectaculaire, mais extrêmement secrète, qui ne sort pas tout le temps. Mais quand les touristes viennent, ils veulent voir cette divinité-là. On ne la voit qu'à la fête du vaudou du 10 janvier. Mais un touriste qui arriverait en août, comment est-ce qu'il peut vivre l'expérience de cette cérémonie vaudou? La réalité augmentée le permet. Donc, avec une agence qui s'appelle Semecity, qui est une agence de création de contenu. On a expérimenté avec des jeunes entrepreneurs des modélisations et des modèles virtuels que les touristes pourront utiliser sans être obligés forcément d'aller sur les sites. Bref, voilà, il y a vraiment quelque chose. Il y a eu à la fois ce ralentissement, mais également une forme d'accélération
sur de nouveaux outils. Et en tout cas, au Bénin, on est assez heureux et frappé de comment les gens, pays assez conservateurs, méfiants ou de la nouveauté, mais se sont adaptés pour vraiment par, j'ai envie de dire, nécessité de survie, mais également par une curiosité qu'on n'imaginait pas à de nouvelles formes de comment faire vivre le tourisme, comment maintenir l'emploi, comment maintenir à flot ce secteur-là en attendant les aides de l'État qui vont arriver et aussi celles des partenaires comme Banque mondiale, Agence française de développement et puis quelques partenaires comme ça qui viennent en appui au secteur du tourisme. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Claude. Quelles sont les leçons que vous pouvez partager pendant cette pandémie? Ah oui, alors moi, en fait, c'est vraiment intéressant. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire M. Plia. Mais moi, je suis parti d'une forte conviction, c'est que la collaboration entre les Africains des différents pays d'Afrique et les Africains de la diaspora est un des vecteurs à venir. Et même si c'est encore un peu bricolé, c'est extraordinaire d'inventivité. Je suis désolé, c'est un peu difficile avec mon fils à côté, mais je vais continuer là-dessus. Et certaines formes de collaboration laissent encore beaucoup à désirer, mais je trouve que on fait beaucoup de progrès en ce moment avec les avantages et les contraintes qui existent. Et pour rebondir en fait sur ce que disait M. Plia à l'instant, c'est que moi, je suis actif à 3 niveaux. En fait, je suis actif au niveau du Média True Africa, je suis actif au niveau de l'univers académique et je suis actif aussi au niveau des grandes institutions internationales. Et je vais peut-être commencer par les grandes institutions internationales parce que la Banque mondiale m'a demandé en fait de coordonner une campagne sur toute l'Afrique de l'Ouest pour lutter contre la propagation rapide de la pandémie, justement en faisant passer des messages sur les comportements adoptés dans les différents pays. Pour l'instant, on travaille sur 10 pays et les comportements, en fait, c'est voir comment on peut activer des partenariats avec des personnes influentes dans les communautés d'Afrique, avec des célébrités aussi, des médias, pour qu'on puisse mobiliser des incubateurs, des accélérateurs et des startups pour une communication plus innovante et la mise en place d'un système de veille pour faire remonter les informations sur les obstacles, justement les rumeurs, les fausses informations sur le Covid. Et dans ce cadre-là, puisqu'on travaille avec la Banque mondiale aussi comme partenaire avec les Nations unies, nous sommes très actifs en ce moment sur le Bénin. Et justement, l'un de nos partenaires tout nouveau, c'est Summit City que vient de citer M. Plia. Et c'est en travaillant justement sur ce type d'initiative qu'on se rend compte qu'il y a tout un tas d'initiatives absolument incroyables en Afrique, mais dont en fait on ne parle pas parce que les médias ne véhiculent pas forcément ce type de message. Et moi, en conseillant justement les entreprises et les organisations transnationales sur les questions de la communication transculturelle, je me rends compte que justement les moyens de communication sont en train de transformer la culture des peuples et la manière dont nous pouvons aborder des problèmes aussi énormes que celui du Covid. Et donc, ça, c'était le volet institutionnel de ce que je fais en ce moment. Sur la plateforme True Africa, on publie chaque jour, en fait, des articles sur les gens qui sont en train de trouver, pareil, des solutions vraiment intéressantes pour lutter contre le Covid. Et ça peut être des journalistes qui prennent la parole, ça peut être des développeurs qui s'intéressent à des types d'innovations totalement locales, et ça peut être aussi des artistes qui participent justement à cette même démarche. Parce que, je dis ça parce que je me suis toujours voulu un peu comme un fer de lance de ce qu'on appellera ensemble la Renaissance africaine. C'est-à-dire que j'ai toujours imaginé une vision nouvelle d'une Afrique créative, optimiste et pluraliste. Et ce type de partenariat, en fait, ça fait que, pour moi, ça représente une sorte de symbole de la fécondité et du dialogue entre les peuples d'Afrique et les gens qui ne sont pas forcément africains, mais qui s'intéressent à l'Afrique. Et maintenant que le monde se tourne de plus en plus vers l'Afrique, je pense qu'on a d'énormes possibilités de collaboration. Et donc, le troisième volet de mon intervention actuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le monde académique. Et donc, c'est en partenariat avec le MIT. On a organisé il y a 3 semaines un hackathon vraiment intéressant, dans le sens où un hackathon, en fait, c'est un peu un mot qui incorpore le mot hack et le mot marathon. Et donc, c'est une manière de faire travailler des développeurs pendant généralement un week-end sur un sujet spécifique. On a organisé un hackathon
Et on a eu plus de 1200 participants. C'était le premier week-end du mois de mai, qui ont justement imaginé des centaines de solutions pour lutter contre le Covid. Et je pense que c'est absolument génial. Et certaines de ces innovations sont en train d'être développées déjà, et ça fait moins d'un mois. Et c'est à l'origine d'un rassemblement de développeurs qui sont généralement organisés en équipe. Et justement, les projets qui émergent de ce hackathon sont vraiment intéressants. Donc, je pense que la manière d'activer le potentiel des nouvelles technologies pour l'Afrique en faisant collaborer des gens qui ne se seraient jamais connus si le basculement numérique n'avait pas permis ces nouveaux outils de communication, participe justement à une économie de partage et une économie collaborative qui, à mon avis, va nous aider à trouver beaucoup de solutions pour l'Afrique, en fait. Mais ce que j'essaie d'apporter, c'est une dimension artistique et culturelle pour que justement on puisse diffuser justement les fruits de ces innovations et de ces découvertes en matière de lutte contre la pandémie. Ah, bravo, très intéressant concept. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup. Monsieur Magenbo, quelles sont les leçons que vous pouvez nous apporter en tant qu'institution et entrepreneur par rapport à cette pandémie que vous avez appris? Alors, je voudrais vous partager 2 expériences vécues ici au Sénégal, dans 2 secteurs d'activité qui sont différents. Le premier secteur d'activité, c'est le métier des tailleurs. Donc là, on est dans toute l'économie informelle qui a été durement impactée par le Covid. Et aujourd'hui, comme vous le savez, au Sénégal, nous ne sommes pas confinés. Donc, la gestion de la pandémie a été organisée de façon très intelligente par les pouvoirs publics. Et donc, les personnels et les particuliers circulent. Et donc, il y a quelque temps, pour vous donner une idée, il y a 300 000 tailleurs au Sénégal. 300 000 tailleurs, c'est 8% de la population active. Et ces tailleurs étaient, il y a quelques mois avant le Covid, une profession extrêmement sinistrée et qui était menacée par l'industrialisation de la confection. Donc, il y avait beaucoup de mouvements sociaux dans ce corps de métier. Aujourd'hui, avec le Covid-19, l'État ne fournissant pas des masques, les tailleurs se sont reconvertis massivement pour fabriquer des masques. Et donc, aujourd'hui, c'est une reconversion totale d'un métier, d'un secteur qui était sinistré, vers une activité qui est toujours industrielle, mais qui donne la belle part aux métiers manufacturiers. Donc ça, c'est un secteur qui était intéressant à analyser. Et c'est dire que cette résilience, au-delà du numérique, va aussi concerner tous les métiers informels qui vont se rendre utiles en occupant des secteurs d'activité qui sont devenus utiles aujourd'hui dans cette société. Donc ça, c'est un exemple qui était à souligner. Alors, le deuxième exemple, c'est un projet sur lequel on travaille depuis maintenant 3 ans. Ça concerne les enfants. On parle peu souvent de la fermeture des écoles et de la vie des parents à la maison avec les enfants. Donc, il y a un projet sur lequel je travaillais avec une agence nationale qui gère la petite enfance de 0 à 6 ans. Et c'est un projet qui consistait à digitaliser les jeux et jouets traditionnels. Donc, cette agence a cartographié 140 jeux traditionnels et 400 contes. Alors, la particularité de ces jeux, c'est que ce sont des jeux avec lesquels nos grands-parents ont joué et avec lesquels nos petits-enfants ne jouent plus. Donc, à travers ce projet, donc, on a mis en place, avec une école d'ingénieurs, un pool de 400 développeurs qui ont développé voilà, les premiers prototypes qui vont sortir le 30 juin. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant les vacances, avec la fermeture des frontières, que ce soit un enfant favorisé ou défavorisé, les enfants vont être très, très désœuvrés et les parents devront les occuper avec des occupations saines. Et le fait que ces jouets arrivent sur les tablettes vont permettre aux parents d'être tranquilles parce que la dématérialisation a été faite en respectant les valeurs socioculturelles africaines. Et ces jeux-là vont arriver sur les tablettes et sur les mobiles à partir du 1er juin par vagues successives. Et l'agence nationale a été subventionnée donc par l'État sénégalais pour promouvoir
donc ces jouets qui étaient un peu oubliés dans nos mémoires traditionnelles et qui vont se retrouver complètement digitalisés et numérisés. Et il y a un vrai modèle économique derrière. Parce que ces jeux étant numériques maintenant, on peut même faire jouer d'autres enfants qui n'habitent pas forcément le Sénégal. Et donc, c'est aussi un modèle économique. Et c'est la première fois dans l'histoire de cette agence nationale qu'un projet présente un modèle économique avec une monétisation qui va ramener des revenus dans le cadre de leur programme, qui était uniquement un programme pédagogique au départ et qui va se transformer comme un programme de numérisation de beaucoup de jeux. Et en plus, si l'expérience marche comme on le souhaite, on va aussi travailler avec les agences homologues de la sous-région pour pouvoir aussi dématérialiser les jeux du Togo, du Bénin, de l'Angola, etc. Donc, c'est une vraie approche que cette agence a menée et avec laquelle nous sommes en train aujourd'hui d'expérimenter cette démarche. Wow, félicitations. J'adore le projet, le concept, surtout du fait que vous rapportez les jeux de nos antécédents, de nos parents, de nos grands-parents sur la nouvelle génération millénaire. C'est un concept très intéressant et je pense que c'est aussi une façon de garder une essence de ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu. Donc, bravo, bravo en tout cas. Merci beaucoup. On n'entend pas, Tania. Vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui, excusez-moi. Oui, merci, Monsieur Claude. Je voulais dire la troisième question que je voudrais vous poser. Pensez-vous que les gouvernements africains devraient allouer plus de ressources pour aider les entrepreneurs, les innoveurs, les freelancers? Monsieur Plia? Oui, les gouvernements africains sont à cheval sur tellement de priorités, voilà, que ce n'est pas aussi simple que cela. Je pense que Maguette donnait l'exemple du Sénégal. Je voudrais saluer ici d'une manière générale, peut-être, et c'est à regret à l'exception de l'Afrique du Sud, mais je voudrais vraiment saluer la formidable résistance de l'Afrique en général à ce virus. Les catastrophistes nous annonçaient la fin du monde en Afrique. On est habitué en même temps. Il y a eu un très bel article d'un écrivain ivoirien qui disait « Il n'y a plus rien à tuer en Afrique, tout le monde est… » On a tout vécu. On a tout vécu. On a déjà tout vécu et on a prouvé nos chefs d'État qui connaissent leur peuple et qui ne se sont pas contentés d'être dans du copier-coller avec l'Occident, ont trouvé des solutions qui ont vraiment, et on touche du bois, fait leurs preuves et limité les dégâts. Donc ça a quand même permis que la pression budgétaire que cela imposerait à nos gouvernements ne soit pas trop lourde. Mais ne nous voilons pas la face. Si nous avons nos économies qui sont encore un peu trop dépendantes des grandes structures mondiales, vont forcément à moyen terme être impactées dans les aides au développement. Voilà. Donc, il y a, entre guillemets, une gestion à court et moyen terme plutôt bonne. Il y a des aides qui, dans l'ensemble, ont plutôt été bien distribuées, une bonne gestion, une bonne sensibilisation. Beaucoup d'ONG qui ont fait un travail formidable auprès du gouvernement, en tout cas celui du Bénin, pour accompagner ce mouvement-là, un vrai suivi. En tout cas, au Bénin, il y a une maturité et un sens de la responsabilité, un suivi. Moi, j'ai eu dans ma famille une nièce qui est arrivée de France et qui a été contaminée et elle a pu témoigner de l'intérieur, de la prise en charge absolument remarquable qui a été celle du service de santé béninois. Bref, l'impact budgétaire, la pression sur les gouvernements
va forcément se ressentir et la bonne gestion, la bonne gouvernance qui va suivre déterminera énormément de choses. Mais il faudra faire des choix, c'est clair. Il y aura des sacrifices à faire, il ne faut pas se voiler la face. Mais il n'empêche, la bonne gestion que nous avons, l'impact limité que cette pandémie a sur l'Afrique est plutôt une bonne nouvelle. Il faut garder ce capital-là et essayer de gérer au mieux la suite des événements. Merci beaucoup, Monsieur Tia, et de très bonnes paroles. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Claude. D'accord, merci. Merci Tania, merci Monsieur Pliard pour cette intervention. Moi, je n'ai pas forcément le même constat parce que j'ai quand même travaillé pas mal en Afrique avec des gouvernements africains et l'expérience n'est pas toujours très très bonne, je dois avouer. Pourquoi? Parce que je trouve qu'en général, et on ne peut pas effectivement généraliser à tous les pays d'Afrique, mais en général, mon expérience montre à combien la sphère politique en Afrique est souvent prédatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les investissements aujourd'hui devraient être faits en matière d'infrastructures pour justement permettre à l'Afrique de se développer. Les gouvernements devraient se concentrer sur les investissements en Afrique, évidemment en infrastructure, mais aussi en santé publique et en éducation, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je trouve que dans le travail que je fais moi avec les jeunes entrepreneurs et les innovateurs sur le continent, lorsqu'on travaille avec l'État, c'est souvent un peu compliqué. Je dirais à M. Plia, avant qu'il s'en aille, que peut-être que l'expérience de Semesiti est une exception au Bénin, mais en général, les foyers d'émergence, des nouveaux comportements que moi j'appelle transculturels, qui sont ceux qui mélangent les valeurs communautaires et individuelles via les nouvelles technologies, je trouve que les gouvernements africains n'ont pas encore compris, en tout cas pour la plupart d'entre elles, comment est-ce qu'on pouvait aider les jeunes à développer l'Afrique via les nouvelles technologies. Et ça, c'est un grand regret pour moi parce que je trouve que justement, ils ont beaucoup d'opportunités aujourd'hui, ils ont beaucoup de partenariats, ils peuvent mettre en place des partenariats publics-privés, ils ont des collaborations avec des banques de développement, la Banque africaine de développement, les Nations unies dont je parlais tout à l'heure, la Banque mondiale et d'autres bailleurs de fonds. Mais souvent, les résultats ne sont pas là. Moi, je ne vois pas autant de résultats portés, en tout cas par les structures institutionnelles, gouvernementales, que j'aurais souhaité voir. Et qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence le fait qu'aujourd'hui, je pense que le rôle de la diaspora est absolument crucial. Même si l'Afrique s'ouvre de plus en plus à la diaspora, on se rend compte que beaucoup de pays du continent restent fermés pour leurs nationaux. Et ça, c'est une source de grande frustration pour beaucoup d'Africains de la diaspora qui veulent faire des choses sur le continent, alors qu'on est de plus en plus connectés, comme on voit aujourd'hui, et qu'on a la population la plus jeune du monde. Je trouve que les gouvernements devraient mieux se structurer pour initier des projets qui seront portés par la société civile plutôt que de vouloir tout verrouiller à leur niveau et de prendre des décisions parce que ce n'est pas leur domaine de compétence. Et ces frustrations sont souvent en relation avec des dizaines de milliers de jeunes qui sont formés par les universités africaines et qui ne trouvent pas d'emploi dans le tissu économique actuel et qui se disent qu'ils vont se mettre dans une logique d'auto-entrepreneuriat ou de start-up. Et malheureusement, ce que je constate sur le terrain, c'est que souvent, il n'y a pas de vraie porte de sortie. Alors, pour moi, c'est un frein à la dynamique du développement de l'Afrique. Et puisque je parle de gâchis, je pense qu'on devrait faire un vrai travail d'éducation en matière de politique d'innovation et de politique industrielle africaine pour qu'ils puissent remédier à ce que j'appellerais donc ce manque de compétences, en tout cas dans certains des domaines d'innovation dans lesquels je suis aujourd'hui très actif avec mes équipes. Merci, Monsieur Claude. Monsieur Plia, je sais que vous avez beaucoup d'engagement en ce moment. Merci beaucoup pour votre participation et pour partager votre expertise. Donc, je vous laisse partir avec un peu de regret, mais quand même, merci beaucoup quand même. Merci d'avoir participé. Merci à toutes. Merci pour votre intervention, Monsieur Plia. À très bientôt, Monsieur Plia. À bientôt. Au revoir. Merci. Je passe la parole à Monsieur Maguette Mbo, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que les gouvernements devraient allouer les ressources et aider les entrepreneurs, les innovateurs et les freelanceurs par rapport à cette pandémie? Je partage tout ce qui a été évoqué comme constat en termes d'accès
au financement, en termes de connexion pouvoir public, secteur privé. Et je pense que cette crise a aussi bouleversé un peu les paradigmes. Quand je vois ici au Sénégal, par exemple, nous avons une agence qui s'appelle la délégation de l'entrepreneuriat rapide, qui est en fait une sorte de ministère dédié à la création de start-up et qui a été, en fait, c'est un démembrement de l'État qui est assez efficace, avec qui d'ailleurs nous sommes en contact et qui a financé le fameux projet des jeux et jouets traditionnels et qui, de toute façon, libéralise l'accès au financement pour les jeunes start-up. Et je souscris aussi à ce que disait Claude tout à l'heure, c'est que la société civile va aussi mettre une pression aux États. Quand tu prends le hackathon qui a été organisé et qui fait remonter 1200 projets de solutions contre le Covid, je pense qu'il y a une pression via les nouvelles technologies qui peut aussi s'organiser de cette façon-là pour que ces jeunes qui sont brillants, qui sont débordants d'innovation, puissent présenter leurs projets et aussi bousculer un peu les lignes classiques de financement de toute façon qui se sont effondrées. Et enfin, je dirais que le paradigme actuel, c'est comment accélérer cette transition numérique, parce que même l'État lui-même du Sénégal a fait son aggiornamento au niveau numérique. Toutes les réunions ministérielles se font aujourd'hui via les technologies de visioconférence. Donc, il y a une meilleure compréhension de ce principe d'agilité dont ont besoin les startups pour continuer de croître. Et il y a énormément de secteurs privés. Moi, je suis beaucoup sollicité par des acteurs privés qui me disent « Moi, j'ai une activité qui était physique. Comment vous pouvez nous aider à la digitaliser ?» Et je crois que le secteur privé va aussi prendre beaucoup d'ampleur sur ces solutions pendant et post-Covid. Après, c'est à nous d'inventer ces solutions-là en fonction des besoins de nos continents, qui sont des besoins spécifiques, qui sont des besoins de formalisation d'emplois qui étaient informels, qui sont des besoins de sécurité alimentaire et d'autosuffisance. Parce que c'est vrai que quand vous avez ces frontières qui sont fermées, ben, ça pose la question de l'autosuffisance alimentaire par rapport aux matières premières que nous avons en Afrique. Donc, il y a toute une variété, je dirais, de mesures qui vont accompagner nos États africains dans une remise en cause d'un modèle trop dépendant par rapport à l'Occident, que ce soit en matière d'aide publique au développement, que ce soit en matière d'importation de produits dont les matières premières sont cultivées en Afrique. Et ça va aussi accélérer l'industrialisation de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons ici au Sénégal une industrie textile qui vient d'ouvrir, qui devait ouvrir au mois de septembre et qui a ouvert de façon prématurée et qui va fabriquer tous les uniformes, les masques pour les soins, pour les besoins sanitaires et qui va bientôt se transformer en une grande unité de confection pour être sur les chaînes de valeur mondiales. Et je crois que ce soit au niveau éducatif, avec l'e-learning qui va de plus en plus prendre sa place, que ce soit au niveau professionnel, avec le télétravail qui va être une mesure qui va s'imposer, que ce soit au niveau autosuffisance alimentaire sur des questions de sécurité alimentaire, que ce soit aussi au niveau de la télémédecine, parce que vous avez beaucoup d'applications africaines de télémédecine qui ont vu le jour avec toutes les startups qui ont travaillé dans ce domaine-là, qui vont apporter ces technologies matures en Occident, en Afrique, pour qu'on ait une meilleure couverture sociale, une meilleure prise en charge des problématiques de recherche, etc. Donc, vraiment, pour conclure, je rejoins tout l'optimisme de Claude et de M. Plia sur le fait que c'est à nous d'inventer ces modèles-là, en fait. Et quand je dis nous, c'est société civile, secteur privé, diaspora, jeunes, à pousser et à mettre une pression sur une accélération de la transformation et de ce fait, une accélération de changement de paradigme. Et je crois que les politiques l'ont compris. Après, ils ont besoin d'être aiguillés et aidés. C'est vrai que les expériences secteur public, secteur privé ne sont pas forcément des expériences positives parce que nous
sur deux paradigmes d'agilité, de frugalité, alors qu'on a des bureaucraties qui sont un peu trop lourdes, et aussi une mentalité propice à l'innovation que nous devons défendre davantage, et ça doit arriver jusqu'au gouvernement. Et je donne aussi une astuce pour finir. Les agences nationales, qui sont des démembrements de l'État, sont des clés d'entrée, parce qu'elles ont une agilité. Monsieur Plia est bien placé parce que voilà, il fait partie d'une agence nationale d'aménagement du territoire pour le tourisme. Et donc, entre le ministère et le secteur privé, il y a l'agence qui a voilà, une capacité de faire, un mode de fonctionnement assez moderne dans son organisation et qui peut être un interprète entre nos solutions, secteur privé, et les besoins régaliens de nos États. Moi, je sais que je travaille avec beaucoup d'agences et par les agences, on remonte toute la chaîne de décision jusqu'au président de la République. Et c'est hyper efficace parce que les agences sont dirigées par des jeunes formés, souvent à l'étranger, et qui ont les mêmes codes de correspondance. En tout cas, tout au moins au Sénégal, la collaboration, voilà, je suis ce maillon-là de chaîne et ça commence à porter un certain nombre de fruits. L'exemple que je vous donnais sur les jeux et jouets traditionnels, c'est un projet qui était dans les tiroirs depuis 4 ans. Et en travaillant avec une agence nationale, on a déterré toute cette cartographie. On a commencé à fabriquer les premiers prototypes en incluant une école supérieure d'ingénieurs. Et donc, vous avez une agence nationale qui travaille sur une clientèle de 0 à 6 ans. Vous avez des jeunes qui ont 21 ans à 25 ans qui développent des jeux pour leurs petits frères et petites sœurs. Et ce sont les parents qui vont l'acheter. Donc, vous voyez toute la chaîne de valeur qui a été créée à partir d'un projet qui était banalisé et qui n'était pas valorisé. Ah, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette contribution. La question que je voudrais passer aussi à Monsieur Claude. Comment les entreprises peuvent-elles obtenir des meilleurs résultats en ce temps de crise? Les entreprises, en fait, ça dépend du type d'entreprise. Hein. Moi, je suis plutôt sur les entreprises liées à l'univers de la communication et des innovations des médias. Et c'est un peu de là que je pars pour répondre à cette question. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut que je parte de mon domaine à moi. Et je dirais qu'en réalité, puisqu'on sait que l'orientation générale va être complètement changée et que l'identité même va être complètement déconstruite avec la multiplicité des nouveaux échanges et la manière de communiquer avec le reste du monde, je pense que les individus doivent s'adapter au fait que le monde a changé et que les nouveaux moyens de communication mettent en œuvre ce que j'appellerais le rassemblement de tous les savoirs. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est comment les entreprises peuvent justement mettre à la portée de tout un chacun un coût économique qui ne cesse de baisser, cet énorme savoir qui est maintenant disponible sur le net. Donc, cette révolution des contenus qui a commencé par la révolution des téléchargements, avec les nouvelles consommations de contenus éducatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, je pense que nous, les Africains, chefs d'entreprise, devons apprendre à nous approprier cette révolution des contenus pour justement mettre avant notre culture et trouver un moyen de mettre avant aussi des statistiques fiables et des données africaines fiables qui nous permettront justement de mieux calibrer le développement de nos entreprises. Dans le domaine du journalisme que j'ai évoqué tout à l'heure, on sait qu'il y a une fin de la monopolisation de l'information. Donc, cet ébranlement du modèle économique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est aussi une opportunité pour imaginer un nouveau mode de transmission des savoirs. Et je pense que cette approche qu'on appelle bottom-up, qui renverse en fait les jeux de pouvoir et qui renverse aussi tout ce qui était top-down, ça va créer des nouvelles identités mouvantes qui font que les entreprises devront apprendre à communiquer de manière complètement différente avec leurs clients, avec leurs partenaires et même avec les industriels avec lesquels ils travaillent. Donc, il faut au final ne pas se laisser enfermer dans les discours monopolisés par les héritiers du savoir dominant, mais plutôt se dire que nous allons réinventer l'Afrique à travers des nouvelles approches participatives au niveau des partenariats que nous pouvons imaginer avec des gouvernements que j'ai cités tout à l'heure, sans vraiment citer de pays en particulier. Il va falloir imaginer aussi des nouvelles
manière d'augmenter le niveau d'instruction et d'information des électeurs avec la révolution des moyens de communication. Ça, je pense que les entreprises peuvent travailler main dans la main avec les gouvernements sur ce type d'initiative citoyenne. Ensuite, dans le domaine industriel, je pense que les grandes entreprises devront puiser justement dans les innovations des startups qui tiennent l'eau du pavé pour justement trouver des solutions qui pourront être déployées à plus grande échelle. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de choses à imaginer et que ça part justement de la transformation de l'identité personnelle et je dirais même de l'identité morale, puisque après le Covid, je pense que nous aurons tous de nouveaux intérêts et peut-être aussi de nouvelles valeurs. Donc, la fonction d'historien, ça va être un peu à partir de cette nouvelle identité qui n'est pas tellement le moi, mais plutôt le nous, puisque nous sommes tous connectés en réseau, d'élaborer des nouveaux systèmes de collaboration pour dépasser ce que j'appellerais, moi, l'identité passive, en fait. Merci beaucoup pour votre contribution. Monsieur Maguette Mbo, que pouvez-vous ajouter? Moi, je pense qu'il y a une concentration des échelles qui s'accélère. Alors, je précise. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar. Vous pouvez commercer avec quelqu'un qui est à Johannesburg via le digital. Donc, en fait, dans cette verticalisation des relations État-secteur privé, il y a aussi une transversalité des entrepreneurs à travers toute l'échelle du continent. Et d'ailleurs, pour moi, ce Covid, il y a beaucoup d'opportunités à en tirer en Afrique. Il y a une directive sur la zone de libre-échange qui permet aujourd'hui d'être accélérée, ne serait-ce qu'en créant des liens interpays à travers le continent, quels que soient les domaines d'activité dans lesquels on est, que ce soit des domaines de l'économie tertiaire et encore mieux des domaines de l'économie numérique. Dakar est à un clic aujourd'hui de New York. La preuve en est que nous sommes réunis au même endroit, au même moment et nous discutons. Donc, ça doit ouvrir des opportunités aux entreprises dont la zone de chalandise doit être démultipliée. Il y a aussi ce facteur de démultiplication des espaces. Que vous prenez l'exemple d'une économie qui tourne sur 12 heures, elle peut tourner aujourd'hui sur 24 heures. Parce que quand vous prenez des fuseaux horaires, quand Dakar dort, Montréal est debout. Donc, il y a aussi cette échelle temps qu'il faut prendre en compte dans la création de nouvelles offres et d'accroissement de son secteur d'activité. Alors, je pense aussi que ça va donner l'opportunité aux Africains d'être plus intégrés. On en discutait avec un éminent chercheur de l'Institut des futurs africains qui est basé à Johannesburg et qui a imaginé 21 sources de financement au-delà de l'aide au développement inter-Afrique. Donc, je pense que les pouvoirs publics vont être de plus en plus réceptifs parce que ça a été évoqué tout à l'heure. On va devoir moins compter sur l'aide étrangère de toute façon parce que les économies qui sont pourvoyeurs d'aide sont elles-mêmes durement touchées par le Covid. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que l'ère post-Covid va arriver. Nous n'avons pas de solution pour le moment. Donc, ça veut dire que toutes les solutions qu'on envisage aujourd'hui sont des solutions qu'on doit envisager de façon durable. Parce que post-Covid, ça veut dire qu'on revient dans un monde normal où on peut se regrouper, se voir, voyager. Sous quelles conditions? On ne le sait. J'ai vu un vol d'avion où tout le monde était masqué avec des masques de visière, etc. Donc, toute en fait, l'organisation sociétale va être bouleversée. Et c'est là où le numérique va être, à mon avis, un facteur clé de leapfrogging pour l'Afrique, pour essayer d'imaginer un certain nombre de choses que l'on faisait de façon physique qui peuvent être virtualisées parce qu'on a les mêmes technologies que tout le monde. Si je prends, puisqu'on parlait des industries créatives, si je prends les musiciens, ils se sont réunis il y a à peu près une semaine dans un programme appelé One et tout le monde a envoyé une vidéo pour faire un vaste mouvement planétaire autour de ces technologies vidéo.
On peut imaginer qu'avec des solutions de réalité augmentée, Youssou N'Dour pourra faire un concert dans son salon et vous, à New York, avoir un casque de réalité augmentée qui vous fait vivre les univers. Donc, voilà, beaucoup d'innovations numériques sont à créer dans ce rapport au temps et au territoire qui a été complètement bouleversé par le numérique et qui aide à réfléchir sur comment on peut concevoir de nouvelles offres. En tout cas, on sait que l'avenir est prometteur, on sait que l'Afrique a une chance historique et qu'il ne faudra pas la rater. Et encore une fois, voilà, ce train-là, il ne faut pas le rater. Voilà. Après, il faut imaginer de mobiliser les énergies, surtout les jeunes, de connecter l'expertise des diasporas d'un peu partout pour concevoir des produits adaptés à nos sociétés en respectant nos valeurs socioculturelles. Et je crois qu'il y a beaucoup d'espérance à avoir, malgré cette crise pandémique qui est dramatique, mais qui offre, pour une fois de l'histoire, des opportunités à armes égales pour l'Afrique. Je vous remercie infiniment pour votre contribution. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps parce que, voilà, toute bonne chose a une fin. J'aurais aimé passer toute la journée à débattre, à parler, à savoir beaucoup plus sur vos projets et surtout sur votre expertise. Donc, du fond du cœur, je vous remercie pour prendre le temps de votre emploi du temps qui est chargé, je le sais, et surtout avec les différences horaires que nous avons dans le monde. Et merci, Monsieur Claude, Monsieur Baguette, pour votre participation à cette campagne et à ce débat. Je vous demande de demander à vos followers, à vos spectateurs qui vous suivent dans vos plateformes médiatiques, social media et tout ça, de suivre Info Africa, la campagne, et de participer et de innover et de créer et de trouver des solutions pour l'Afrique durant cette pandémie. Merci encore une fois. Je suis Tania Simon-Biavanga et je suis Info Africa. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tania. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Claude, merci à BDC et puis Info Africa. Bravo. Info Africa. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.